Bien, bonjour à tous. Je suis avec Martin Koch, donc président directoire de Genticell, une biotech spécialisée dans la mise au point d'immunothérapie contre les maladies infectieuses et le cancer. Martin, bonjour. Bonjour. Euh, Exercice un peu imposé. Nous avons 15 minutes finalement pour que le public comprenne mieux ce qu'est Genticell, les prochaines étapes. Donc en quelques mots déjà, Genticell, de quoi parle-t-on? Ok, merci. Quelques mots effectivement pour présenter la société. Donc Genticell est une société de biotechnologie. Nous sommes situés à Toulouse avec les laboratoires et le siège à Toulouse. Effectivement, comme vous l'avez dit, la société développe des immunothérapies ou vaccins thérapeutiques, c'est-à-dire des médicaments qui s'appuient sur notre système immunitaire pour soigner un certain nombre de pathologies. Dans notre cas, en fait, notre objectif, c'est de mettre à disposition des millions de femmes dans le monde qui sont infectées par le virus du papillome humain ou HPV, un traitement, parce qu'aujourd'hui, ces femmes qui sont à risque de développer le cancer du col de l'utérus n'ont aucun traitement. Elles doivent soit attendre qu'elles se débarrassent de manière spontanée du virus, soit attendre que les lésions s'aggravent, ce qui est une situation difficile à la fois pour elles et pour les médecins qui les prennent en charge. Très bien. Alors vous êtes introduit en bourse en avril 2014, donc il y a un an et demi si j'arrondis. Pourquoi ce choix en avril dernier? Alors, on a fait ce choix parce que nous estimions que la société était arrivée à un niveau de maturité où l'accès à des financements publics devenait quelque chose de pertinent pour nous, pour assurer la pérennité des financements de la structure. Ça a été aussi pour nous un formidable accélérateur de croissance et d'accélération du développement clinique de notre portefeuille de projets, en particulier grâce au financement que nous avons pu lever lors de l'introduction en bourse. On a pu démarrer des activités cliniques aux États-Unis, qui était un élément indispensable, et on y reviendra éventuellement pour nous, et qu'on n'aurait pas pu faire sans cette levée de fonds. Peut-être rappeler combien vous aviez levé à l'introduction en bourse? Au moment de l'introduction en bourse, on a levé un peu plus de 35 millions. 35 millions d'euros, ce qui faisait pour l'année 2014 une des plus grosses opérations Voilà, d'introduction en bourse, notamment dans le domaine des sciences de la vie. On était très contents de cette opération. Alors une particularité, c'est que vous rappeliez que vous venez de Toulouse, et néanmoins vous avez choisi donc en avril 2014 de double-coter votre société à la fois à Paris et à Bruxelles. Pourquoi? Alors, il y a un certain nombre de raisons, j'allais dire. L'une est d'une certaine manière anecdotique, même si elle est importante. Bénédicte Timmerman, qui est le fondateur de la société, est belge, donc ça compte. La deuxième chose qui l'est nettement moins et qui est beaucoup plus pertinente, c'est qu'un grand nombre de nos actionnaires historiques, que ce soit des particuliers ou des holdings patrimoniaux, sont des Belges. Et enfin, notre activité clinique a démarré en Belgique, avec une phase 1 qu'on a conduit en Belgique. Donc c'était pour nous tout à fait pertinent de faire appel au marché des particuliers belges, et on l'a fait à travers la double cotation, dont je dois dire que le processus est finalement assez simple. Oui. Ça paraît compliqué, mais ça ne l'est pas autant que ça. Et les retours pour nous ont été extrêmement intéressants. Peut-être juste pour compléter, effectivement, c'est relativement simple, ne serait-ce que parce que ce sont en fait les mêmes marchés, ce sont les marchés Euronext, puisque Absolument. Euronext couvre la France, la Belgique, les Pays-Bas et le Portugal. Donc même s'il y a évidemment un certain nombre de réglementations belges qu'il faut prendre en compte, ça simplifie quand même le processus d'être géré par les mêmes marchés. Absolument, et on était très bien accompagnés. Alors quelle place aujourd'hui pour les actionnaires individuels chez Genticell? Alors, les actionnaires individuels, pour nous, ont été très importants au moment de l'introduction en bourse. Ils ont largement participé à la fois en France et en Belgique. Et ça reste aujourd'hui les actionnaires qui animent le titre au quotidien. Donc, ils sont, pour nous, de ce point de vue-là, très importants. Et je pense que l'enjeu pour nous, c'est d'essayer de faire passer systématiquement des messages clairs et faire comprendre que les cycles dans notre industrie sont des cycles longs. Il y a développer un médicament, c'est un processus qui prend du temps. Il n'y a pas très souvent des nouvelles, mais chacune de ces nouvelles est absolument critique. Donc pour nous, c'est l'enjeu principal vis-à-vis de cette population particulière d'investisseurs. Développement sur la durée. Développement sur la durée, de la patience, et puis regarder vraiment ce qui se passe et si la société progresse comme elle l'a annoncé. Alors justement, puisqu'on parle de développement, de milestones, et de franchir des étapes en matière d'activité, où en êtes-vous de votre phase 2? Alors la phase 2, qu'on a donc démarré en Europe, qui était l'enjeu principal de la phase d'investissement actuelle, est aujourd'hui très bien avancée, puisque en avance sur notre plan opérationnel, nous avons recruté l'ensemble des patientes l'année dernière, donc courant de l'année de 2014, 239 patientes dans 7 pays européens, 35 centres cliniques impliqués.
primary endpoint de l'étude, c'est-à-dire l'objectif principal de l'étude, c'est l'observation à 12 mois. Nous sommes donc maintenant tout à fait conscients qu'on va pouvoir en fait donner cette information au public dans le début de l'année 2016, qui sera un point d'inflexion de valeur majeur pour nous. Donc tout se passe comme prévu. Tout se passe comme prévu sur la phase 2, ce qui est pour nous une grande fierté opérationnelle parce que c'est un projet complexe et qui a été très bien mené. Alors, autre actualité, vous avez récemment annoncé avoir lancé une étude de phase 1 aux États-Unis. À quoi ça correspond? Un développement stratégique outre-Atlantique, l'Eldorado américain? Alors, il y a un double objectif. Il y a d'abord un objectif de développement clinique. Le produit sur lequel et les indications sur lesquelles nous travaillons sont globales. Donc, après avoir démontré qu'on était capable de développer ce produit cliniquement en Europe, c'était pour nous essentiel de montrer qu'on était aussi capable de le faire aux États-Unis, qui est quand même le marché pharmaceutique principal. Donc, déposer une IND, obtenir une IND de la FDA, c'était de ce point de vue absolument critique. C'est évident aussi que notre objectif, c'est d'attirer dans le capital de la société progressivement des investisseurs américains pour pérenniser les financements de la société. Et ça y participe évidemment. Les investisseurs américains sont très sensibles au fait que nous soyons actifs sur le marché américain. Et alors, vous parlez de financement justement aujourd'hui. Donc, vous rappelez que vous aviez levé près de 40 millions d'euros en avril 2014. D'un point de vue donc, financement de l'entreprise et de ses projets à court terme, serein? Tout à fait serein. Aujourd'hui, c'est ce que nous disons depuis le début de l'introduction en bourse au marché. L'ensemble des projets que nous avons présentés, la phase 2 en Europe, la phase 1 aux États-Unis, la préparation des phases 3 sont complètement financés jusqu'à, je dirais, globalement la fin de l'année 2017. Évidemment, si nous avions, et on va peut-être en parler, des projets nouveaux, nous retournions au marché à ce moment-là pour les financer. Alors justement, puisque là, vous êtes en train finalement depuis 18 mois de délivrer ce que vous aviez présenté au marché au moment de l'introduction en bourse, mais on le sait tous que notamment sur les sciences de la vie, l'histoire est une éternelle avancée en termes de projets. Quels sont vos enjeux stratégiques pour les 2 ou 3 prochaines années? Alors les enjeux stratégiques des 2 années à venir, ils sont doubles en fait. Le premier, nous avons estimé qu'il était nécessaire pour monétiser ou valoriser l'ensemble des investissements que nous avons fait depuis presque le démarrage de la société, d'attendre d'avoir des résultats de phase 2 pour pouvoir trouver un partenaire industriel qui poursuivrait le développement clinique et qui commercialiserait les produits. On arrive tout près de cette échéance puisque les résultats de phase 2 vont être rendus publics au début de l'année 2016. Donc, les phases 3 seront financées a priori par de partenariats industriels. Donc le premier enjeu stratégique pour nous dans les 2 prochaines années, c'est de trouver le meilleur partenaire possible, global, pour poursuivre le développement clinique et la commercialisation du pipeline sur lequel on travaille maintenant depuis des années. Le deuxième enjeu stratégique, évidemment, est complémentaire de celui-là, c'est diversifier l'activité de la société pour permettre de la pérenniser dans le temps, à la fois en s'appuyant sur la plateforme, dont on aura prouvé qu'elle était cliniquement pertinente, ou en acquérant des technologies qui sont compatibles avec l'univers dans lequel on travaille, qui sont les immunothérapies. Donc il y a vraiment 2 enjeux stratégiques différents, un partenariat et de la diversification. Sans évidemment donner aujourd'hui d'informations qui ne sont pas publiques, mais là aussi sur ces enjeux stratégiques, une équipe à fond et qui croit, qui avance? Une équipe à fond, extrêmement mobilisée parce que opérationnellement nous délivrons. Donc, évidemment, on ne va pas donner d'informations qui sont strictement confidentielles, mais comme beaucoup de nos confrères, nous sommes en discussion récurrente avec un certain nombre de grands acteurs de l'industrie pharma qui nous surveillent depuis un certain temps et nous étudions aussi évidemment d'autres opportunités. Peut-être une question autour de la cotation. Le fait d'être coté, est-ce que ça a changé la donne? Ça change la donne à beaucoup de points de vue. La première, c'est que ça donne une visibilité à la structure qui est très importante. Ça permet aussi d'accéder de manière récurrente à des financements pour autant qu'on ait des projets pertinents à présenter. Et ça, c'est très important pour nous, pour la pérennité de la structure. Ne nous cachons pas, c'est aussi pour des petites structures comme les nôtres, un poids administratif et j'allais dire, important, auquel il n'est pas toujours facile de faire face. Mais l'enjeu en vaut vraiment la chandelle. Il nous reste 5 minutes. Est-ce que des questions dans la salle pour Martin Koch sur Genticell? La première est toujours compliquée. Sur le développement, sur la vie en bourse. Oui.
Bonjour monsieur. Bonjour. Vous avez dit 6 projets nouveaux. Qu'est-ce qui, compte tenu, on va dire, de votre savoir-faire, de votre équipe de recherche, etc., quel pourrait être le champ de projets nouveaux? Enfin, quel serait quelque chose qui ferait sens, qui serait en synergie avec vos compétences, votre savoir-faire, tout ça? Alors, si vous voulez, quand on regarde l'activité, le savoir-faire de la société, on a, j'allais dire, une compétence de plateforme, puisque nous travaillons à partir d'une plateforme qu'on peut parfaitement déployer dans d'autres indications que les indications sur lesquelles on travaille. Donc, il peut y avoir des partenariats pour redévelopper à partir de la plateforme dans d'autres indications. Après ça, sans rentrer dans la technique pure, mais on est des spécialistes de l'immunocellulaire T, et il y a beaucoup de projets dans ce domaine qui sont particulièrement intéressants, sur lesquels on peut s'appuyer. Et dernier axe possible de développement, je pense qu'on a une vraie compétence dans le domaine des maladies liées à HPV, parce qu'on est dans ce secteur d'activité depuis maintenant plus de 10 ans. On connaît les principaux interlocuteurs, on connaît la pathologie, et donc là aussi, il y a d'autres indications possibles dans ce domaine. Donc en s'appuyant sur les compétences dans ces 3 axes-là, on regarde un certain nombre de choses. D'autres points? D'autres questions? Moi, j'avais peut-être un dernier point à évoquer avec vous, Martin. Justement, sur les relations investisseurs, qu'ils soient individuels ou institutionnels, je me suis laissé dire que vous étiez tout le temps sur la route. C'est pas faux. C'est vrai que pour le représentant de la société, le directeur médical de la société, les activités de relations avec les investisseurs, qu'ils soient particuliers ou institutionnels, c'est un investissement en temps important avec des voyages fréquents en Europe, aux États-Unis. Mais c'est absolument indispensable pour pouvoir arriver à faire comprendre le métier de l'entreprise, à installer aussi des relations dans le temps. On en parle souvent, mais le temps du développement dans nos métiers est long. Donc, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de sociétés qui travaillent pour que les investisseurs, qu'ils soient particuliers ou investisseurs, je dirais, institutionnels, fassent des choix. Ils ont besoin de rentrer en contact régulier avec les équipes de direction pour se familiariser non seulement avec la société, mais avec le management avant de prendre une décision. Donc, c'est du temps investi de la part de la société. Donc, effectivement, on ne m'a pas menti. Vous passez beaucoup de temps à la rencontre d'investisseurs pour expliquer absolument ce que vous faites, ce que vous avez fait, ce que vous allez faire. Absolument. D'autres points? Je crois que nous arrivons à la fin du temps qui nous était imparti. Merci en tout cas, Martin Koch, ce matin pour votre présence, et bonne continuation sur le salon jusqu'à ce soir. Merci beaucoup.